Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Didier Gauzoin. Bonjour. Bonjour. Alors, ministre bruxellois de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'économie. 3 sujets très intéressants dont on va parler cette semaine. Mais d'abord, j'aimerais parler avec vous de cette vague, depuis quelques jours, de reparler, de refédéraliser. Maggie De Block se plaint d'un plan alcool qui est impossible à mettre en place parce qu'il y a 8 ministres qui s'occupent de l'alcool et de la santé dans toute la Belgique. Pourquoi ne pas refédéraliser? Alexander De Croo avait déjà plaidé dans le même sens. François Belot, le ministre du Transport, dit qu'il y a un merdier institutionnel, donc il faut aussi refédéraliser. Ça, c'est vu du côté du fédéral. Et que dit-on du côté de l'entité fédérée? De l'entité fédérée et du côté de Défi, c'est que on s'étonne un peu de ces déclarations. Nous avons été le seul parti francophone à ne pas voter ce merdier institutionnel qui a été concocté par ceux qui aujourd'hui le décrient. Alexander De Croo est celui d'ailleurs qui a provoqué la 6e réforme de l'État et qui a anticipé et aggravé, je dirais, le merdier institutionnel. C'est vrai que la Belgique ne fonctionne pas. C'est vrai qu'elle n'est pas performante. C'est vrai qu'il y a un éclatement de procédures. Et donc, oui, ces réformes successives n'ont pas amené un plus sur le plan économique, voire sur le plan social. Quant à Madame De Block, sur le plan alcool, c'est exact que nous ne sommes pas d'accord avec elle parce qu'il y a 2 dispositions qu'elle refuse de mettre en œuvre, et ça, elle ne le dit pas, à savoir, dans le plan alcool, l'interdiction de vente d'alcool sur les aires d'autoroute, comme ça se fait en Allemagne et en France. On ne peut plus vendre d'alcool sur les autoroutes, ni dans les distributeurs. Interdire la vente d'alcool pour des jeunes dans les magasins, mais continuer à avoir de l'alcool dans certains distributeurs, nous voulions interdire, et ça, Madame De Block s'y est opposée, sans doute que le lobby a fonctionné à plein pour éviter cette mesure. Voilà la raison pour laquelle il n'y a pas d'accord, sinon on était tout prêt, mais c'est elle qui a calé sur ces propositions-là. Et quand le Premier ministre s'inquiète des métiers en pénurie, est-ce que vous lui dites, c'est pas votre affaire, c'est le problème des régions? Mais vous m'avez vu, j'ai fait une déclaration, pas du tout. Moi, je me réjouis lorsque le fédéral se réapproprie de matières qui sont communes à l'ensemble des entités et tente de créer une dynamique positive. Non, c'est bien ça le rôle du fédéral. Aujourd'hui, nous sommes, avec les réformes institutionnelles, dans un fédéralisme d'opposition et pas dans un fédéralisme de coopération. Alors, pour une fois, il y a une tentative qui va dans le bon sens. Je ne fais que la saluer. Alors, les chiffres du chômage sont constamment à la baisse à Bruxelles, et notamment le chômage des jeunes. Vous insistez beaucoup là-dessus. C'est grâce à quoi ce chômage des jeunes baisse autant cette année? Il y a incontestablement un effet conjoncture. Il y a aussi des mesures... Parce que ça baisse partout. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a aussi des mesures qui sont prises par le fédéral et qui sont positives. Mais ça, ce sont 2 indicateurs qui valent autant pour la région wallonne, pour la région flamande ou pour Bruxelles. Il y a un phénomène particulier à Bruxelles, c'est que nous avons 4 fois plus de jeunes par an que les autres régions qui arrivent sur le marché du travail. Et donc, nous faisons diminuer le chômage de la même manière, mais en faisant 4 fois plus d'efforts, puisqu'il y a 4 fois plus de personnes. C'est dû au rajeunissement de notre population. Et donc, ça montre qu'à Bruxelles, il y a quelque chose de particulier qui est l'accompagnement, l'encadrement, le nombre de formations, le nombre de stages que l'on déploie pour donner des occasions de boulot et de motivation aux jeunes. Alors, ça baisse, mais ça reste encore très élevé. Trop élevé. Ça veut dire que le turbo, il doit être mis sur quoi dans les années à venir? Je pense qu'il faut continuer à se concentrer sur les nouveaux arrivés sur le marché de l'emploi. Il ne faut pas qu'ils se perdent et s'engluent dans le chômage. Mais il faudra maintenant et demain s'attaquer à tous ceux qui sont englués dans le chômage, le stock des demandeurs d'emploi. Le noyau dur, en fait. Le noyau dur et pas dur. Il y a, je l'ai souligné il y a un an, et j'ai donné des instructions précises à Actiris, je sais qu'ils doivent mettre ça en œuvre et que ça va prendre du temps. Tous ceux qui sont autres, qui n'ont pas fait leur scolarité en Belgique, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de certification et qui pourtant ont des compétences pour un certain nombre, ceux-là, on doit les aider, les accompagner à procéder à l'équivalence de diplôme.
on doit les aider dans une validation des compétences. Il y a des peintres, des plafonneurs, des cuisiniers qui, venant de pays étrangers, n'ont pas de diplôme, ils l'ont appris sur le tas, mais ils ont leur métier en main. Il faut qu'on les mène vers la validation des compétences. Et là, il y a un travail de fond à faire par rapport à tous ceux qui sont, je dirais, bloqués dans ce chômage structurel. Donc on peut encore baisser ce chômage? Oui, bien entendu, on peut encore baisser, mais il faut dire, oui, on venait de 32%. Il y avait beaucoup de faiseurs d'aventures ou des diseurs de bonnes paroles qui croyaient qu'on allait faire basculer le chômage du jour au lendemain. 32% au début de cette législature, le chômage des jeunes, et nous sommes aujourd'hui un peu en dessous de 16%. On a fait diminuer de moitié le chômage. C'est quand même assez remarquable, mais c'est encore de trop d'avoir près de 16% de chômage chez les jeunes. Alors, on ne sait pas si l'économie internationale va nous aider, parce qu'il y a eu un coup de froid énorme ce week-end sur les relations internationales et multilatérales. Un G7 catastrophique qui a vu Trump refuser de signer le communiqué commun. Alors, quelle est votre réaction? Je vous propose 3 types de réactions. La première, c'est Trump est un fou dangereux. La deuxième, Trump vit encore dans les années 80. Ou enfin, Trump est une chance pour l'Europe. Certainement pas la dernière. Aucune des 3, je dirais. Je ne veux pas insulter les gens. Je pense que Trump participe, comme d'autres mouvements populistes, réactionnaires, nationalistes, à se replier sur soi. Comme si le politique qui a déjà perdu beaucoup de pouvoir allait pouvoir lutter contre la mondialisation de l'économie par des mesures de repli sur soi. Au contraire, on doit construire une guidance économique européenne, une politique commune européenne. On doit tenter d'avoir une politique mondiale la plus cohérente possible. Ouais, mais ça a l'air difficile. Hein, mais bien entendu, parce que Trump est animé, comme tous les populistes, à ne regarder que dans son assiette, mais ce faisant, il va tirer et il tire l'économie vers le bas. Vous l'avez noté, les indicateurs de performance pour la Belgique sont en train de baisser. C'est dû notamment à ces facteurs d'instabilité politique, d'instabilité économique, qui accompagnent d'ailleurs par une augmentation des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt augmentent, ce qu'on le croit, vous allez voir la charge de la dette, et ça va de nouveau peser sur la classe moyenne, sur les populations qui, elles, sont captives à la différence de grandes multinationales, etc. Donc Trump, c'est pas un fou parce que je n'aime pas insulter les gens, mais c'est quelqu'un qui crée le désordre économique mondial, comme tous les autres populistes et nationalistes. Alors, les sondages sont plutôt bons pour l'instant pour Défi. Le sondage Ipsos RTL Le Soir a montré que Défi est deuxième parti à Bruxelles. Olivier Minguin, première personnalité. Ça veut dire que si Défi confirme et que vous devenez le parti du ministre-président, ça pourrait vous intéresser de devenir ministre-président, Didier Gaujoin? Je n'ai jamais de plan de carrière. Moi, je me suis consacré pour ma commune et pour ma région, et je trouve que c'est déjà un beau boulot. J'essaye aujourd'hui de concentrer toutes mes forces sur mon job de ministre de l'Emploi. Je veux encore arriver à de meilleurs résultats et je pense que peut-être ça influence le regard du citoyen. Oui, on est sérieux. Oui, on tient nos paroles. Oui, on ne traîne pas des casseroles. Et je crois que cette autre manière de faire la politique, c'est cela qui fait que beaucoup de citoyens, de plus en plus, se retrouvent dans Défi. Et nous allons continuer en cela. Pas d'effet d'annonce, pas jouer les gros bras, pas jouer les opportunistes, ne pas vouloir être au pouvoir pour être au pouvoir. Donc je ne répondrai pas à votre question parce que la finalité, c'est quoi? C'est d'avoir de la stabilité politique, de la stabilité économique avec des enjeux clairs et une réelle volonté de maîtriser ces enjeux. Mais l'idée quand même, c'est que vous voulez que Défi, si Défi est premier ou deuxième, c'est d'être quelque part aux commandes. Que ce soit vous ou peut-être quelqu'un d'autre. Si le cas échéant, et bien entendu, ça sera notre vocation de l'être et nous ferons cela. La ministre-présidence. Si nous sommes pas premier parti, c'est évident que le poste de ministre-président reviendra à Défi. Et dans votre cas, vous c'est Auderghem. Vous êtes candidat au communal. Vous aviez dit que vous vouliez attendre de voir s'il y avait de la relève possible à Auderghem pour voir un petit peu plus clair. Est-ce que vous voyez déjà un petit peu plus clair ou bien il faut attendre 2019? On y travaille un peu, en tout cas avant 2019. Il faudra qu'on voit clair. Mais je travaille effectivement à ce renouveau. Je veux ce renouveau. Je veux qu'il y ait aussi une nouvelle génération qui appréhende autrement la politique. Et puis, je crois aussi que...
faut leur laisser la place. Mais bien entendu, il faut leur laisser. C'est ce que j'ai fait à Oudergem, je leur ai laissé la place. J'étais prêt à être dernier, milieu de liste, ou même pas sur la liste. Ça n'a pas marché, soit c'est pas grave, on ne réussit pas toujours, tout ce que l'on entreprend. Mais bien entendu, c'est partie remise, et je continuerai à travailler dans ce sens-là, comme je continuerai jusqu'au dernier jour à faire diminuer ce chômage et être encore plus efficace dans la lutte contre le chômage. Alors sur le décumul, vendredi, il y a eu vote sur le décumul intégral, pas de surprise. Il a été retoqué, ce décumul intégral, puisqu'il n'a pas obtenu la majorité dans les deux groupes linguistiques. Alors un second vote est prévu d'ici 30 jours, ou peut-être un petit peu plus. Laurette Onkeling Sindhi proposait de temporiser et d'accepter des modalités. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Mais en tout cas, ce que je ne veux pas, c'est qu'à un moment donné, ce soit la NVA, à partir du gouvernement flamand et du Parlement flamand, qui commence à jouer l'arbitre. Et donc je ne veux pas entraîner le Parlement bruxellois dans une situation où finalement la NVA, à travers le Parlement flamand, bloquerait les institutions flamandes, comme l'a laissé entendre le responsable NVA bruxellois la semaine passée. Donc ça, je ne veux pas être dans un scénario où cela soit possible. Donc je ne veux pas être dans un scénario où la NVA pourrait actionner le conflit d'intérêts. Et à partir de là, il faut donc trouver, et c'est surtout du côté néerlandophone qu'il faut trouver la solution. Je crois qu'un dialogue entre les partis néerlandophones qui aujourd'hui sont divisés, plus que les francophones, puisque une grande majorité de francophones est d'accord sur le décumul, dont défi bien évidemment. Ce n'est pas le cas du côté néerlandophone, donc je crois que c'est au parti néerlandophone aujourd'hui d'être responsable et de ne pas, je dirais, de par leur mésentente, demander de facto à la NVA d'être l'arbitre à Bruxelles. Ce serait un mauvais signal, parce qu'on connaît la feuille de route de la NVA, ça n'est pas favorable et ce n'est pas positif pour Bruxelles. D'accord, mais pour être précis, est-ce que vous leur demandez de venir avec une proposition ou vous leur demandez d'accepter le vote majoritaire des francophones? Non, je pense qu'ils doivent se mettre autour de la table pour trouver les moyens et les modifications, comme dit Laurette Onkeling. Je crois que c'est eux qui ont les cartes en main. Moi, je ne peux pas faire voter, je ne peux pas voter pour les néerlandophones. C'est eux qui ont les cartes en main, à eux de faire attention aux conséquences qui pourraient se déduire d'un conflit d'intérêts. Je ne veux pas que cette région soit bloquée et je ne veux pas que ça préfigure la NVA qui entre dans ce gouvernement bruxellois et que les conséquences que l'on sait, c'est évidemment la paralysie de Bruxelles, parce que l'ordre du jour et l'agenda de la NVA, c'est toujours la même chose, c'est mettre Bruxelles sous gestion de la Flandre et de la Wallonie. Ce n'est pas le vœu des Bruxellois. Merci Didier Gauzoin, on se retrouve demain avec un autre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.